Maître Étienne, vous venez maintenant, vous venez tout à l'heure? C'est comme vous voulez. Bonjour, très heureux d'être parmi vous, de revenir parmi vous et de revenir en vainqueur. Mais le vainqueur, c'est vous d'abord. C'est l'ASBL TPCV qui a gagné devant la Cour d'appel de Liège. Un succès important. Cela étant, il faut toujours se méfier d'un succès. Tu sais vaincre, Catilina, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. Antiquité latine. Catilina s'est perdu dans les délices de Padoue pour fêter sa victoire. Il en mourra. Soyons attentifs, il n'y a pas de victoire définitive. La victoire peut être le meilleur moyen de dissimuler les défaites à venir. On va rester concentré, on va rester combatif, on va faire pour le mieux. Il n'empêche qu'on peut quand même, au moins aujourd'hui, se réjouir de cette victoire devant la 12e chambre de la Cour d'appel de Liège. Ce n'était pas gagné d'avance. C'est un dossier difficile. Je veux rendre hommage à nos adversaires. Un grand bureau d'avocats bruxellois, des avocats brillants, des avocats spécialisés en droit de l'énergie, ce que nous n'étions pas au début de cette affaire. Nous sommes heureux d'avoir pu triompher face à eux, mais la méfiance reste de mise, la concentration doit être la qualité qu'on doit développer. Je suis trop souvent sorti du stade du Standard en chantant « on a gagné », en remontant vers les Guillemins, pour savoir qu'aujourd'hui, le Standard est en play-off 2, donc les victoires ne sont pas définitives. Et de toute façon, vous le savez, le ring est monté et on va remonter sur le ring, et ce ring, ce sera la Cour de cassation. De part adverse, on demande en effet la cassation de la décision obtenue devant la Cour d'appel de Liège. Vous savez que les avocats ordinaires que nous sommes ne peuvent pas plaider devant la Cour de cassation. Nous avons fait choix, avec l'accord de la SBL, d'un excellent avocat à la Cour de cassation, Maître Hutkind, que j'utilise, si je puis le dire ainsi, avec lequel je pratique depuis de nombreuses années. Nous serons très bien représentés, mais il faudra voir. Mais de toute façon, il y a une chose que je veux vous dire. À la Cour de cassation, ce n'est pas qui perd meurt. La Cour de cassation peut casser pour un vice juridique. S'il manque la signature d'un magistrat, par exemple, mais la Cour de cassation doit tout casser. Ça ne veut pas dire que c'est fini, que le procès est fini. Après cassation, on est renvoyé devant une autre cour d'appel et on peut regagner le procès une deuxième fois. Cela étant, je veux à tout prix vous faire partager une confiance que j'ai et qui ne me paraît pas venir d'une raison subjective fallacieuse. Dans le cadre du procès devant la cour d'appel, on s'était partagé les rôles avec Maître Kettels. J'en profite pour dire que si quelqu'un a gagné ce procès, c'est surtout Maître Kettels qui l'a gagné. Elle a passé des centaines d'heures sur le dossier. C'est elle qui a rédigé les actes de procédure. Elle l'a plaidé, vous êtes d'accord, messieurs, elle l'a plaidé merveilleusement bien. Vous étiez là. C'est elle qui est la grande victorieuse de ce procès. C'est mérité, je vois qu'il y a encore de la justice quelque part, c'est bien. Cela étant, en ce qui me concerne, je me suis surtout consacré à l'étude du droit européen en la matière, parce que c'est un peu
mon vice, mon goût, mon plaisir de voir les choses à travers le droit communautaire, eh bien là, je dois vous dire que toutes ces heures de travail sur cette directive, ces heures de travail, c'est ça qui m'a rassuré. Les autorités européennes ont rédigé 2 directives pour un total de plus de 240 pages. Croyez-moi bien, c'est rare, c'est très 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 rare. Ce travail des autorités européennes a été précédé de très nombreux travaux d'expertise, des experts des plus hauts niveaux. Les autorités européennes qui se sont mises d'accord sur cette directive, ce n'est pas rien, c'est un travail du Parlement européen, du Conseil des ministres et de la Commission européenne. Les 3 principales autorités actives à la tête de l'Union européenne se sont réunies pour adopter ces directives qui n'auraient pas pu être adoptées sans l'accord des États membres. Il y a de la force là-dedans. Et quand on lit ces directives, c'est très clair, c'est très très clair, et les autorités wallonnes n'ont pas voulu le comprendre. L'Europe dit à tous les États membres, il y a un enjeu colossal, nous devrons produire de l'électricité renouvelable, de l'énergie renouvelable, et il faut encourager, aider et soutenir les citoyens et les entreprises qui veulent se lancer dans cette voie. Si on prend pour acquis que c'est bien ça l'avenir que l'Europe a choisi, comment voulez-vous que les cours de justice et que la Cour de cassation s'écartent de cette logique? Bien. Enfin, au théâtre, il y a la première, il peut y avoir la seconde. Il peut y avoir la seconde. Et à cet égard, je vous renvoie, et je ne pense pas que je vais étonner les fidèles de nos après-midi de réflexion, je vais vous renvoyer à un échange épistolaire entre George Bernard Shaw, auteur dramatique et auteur comique anglais, et, figurez-vous, Winston Churchill. Shaw envoie un carton à Winston Churchill pour l'inviter à la première de sa nouvelle pièce. « Veuillez trouver 6 juin, écrit-il à Churchill, 2 places pour la première de ma nouvelle pièce. Venez avec un ami, si toutefois vous en avez un. In coda venenum, hein, vous avez compris. » Churchill, dans l'heure, répond « Impossible de venir à la première, mais je viendrai à la seconde, si toutefois il y en a une. » Et toc, reprise de volée. Cette seconde pièce, quelle pourrait-elle être? Donc on a déjà parlé de la Cour de cassation, étant bien entendu que la Cour de cassation casse mais ne rejuge pas, donc on peut, après cassation, le regagner devant une autre cour d'appel. Il peut y avoir aussi, et on s'y prépare et on y réfléchit, un passage devant la Cour de justice européenne. Et si on a bien lu les directives européennes, croyez-moi bien, là, les choses se passent très bien. Nous travaillons aussi sur de prochains recours au Conseil d'État qui ont été introduits et on espère là aussi engranger de nouveaux succès. Dans quelle philosophie travaillons-nous? Eh bien, il y a un certain Winston que je vais de nouveau citer quand il disait « J'aime que les choses arrivent. Et si elles n'arrivent pas, je fais en sorte qu'elles arrivent. » Le même. Pour ma part, je suis un optimiste. Il ne me semble pas très utile d'être quoi que ce soit d'autre. Et le même, être honnête, c'est bien joli, mais avoir raison, c'est plus important. Je vous remercie. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est toujours difficile de passer après Maître Misson, je n'ai pas prévu de citation ou quoi que ce soit, je vais être beaucoup plus concrète. C'est quoi les combats sur lesquels nous travaillons maintenant? Parce qu'en réalité, vous devez savoir qu'il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on travaille dans votre dossier, pas une. Il y a des échanges permanents, non seulement au sein du bureau, on travaille en équipe, et il y a plusieurs avocats qui travaillent sur ce dossier, mais également en collaboration avec les membres de la SBL. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner.
c'est leur disponibilité, mais également les compétences techniques qu'il y a parmi les membres de la SBL qui restent attentifs à tout ce qui peut évoluer dans le dossier, qui nous en tiennent informés le cas échéant, et nous de même, on reste informés de tout ce qui peut évoluer, ce qui permet d'avoir un échange permanent, de discuter les idées d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique. Alors, les combats en cours, Maître Misson vous l'a dit et je n'en parlerai pas longuement, les tarifs d'utilisation du réseau, il y a eu une victoire effectivement, il y a une procédure en cassation. Alors, on ne peut pas défendre votre dossier devant la Cour de cassation, ce qui ne veut pas dire qu'on n'intervient pas. C'est-à-dire qu'officiellement, c'est Maître Hotkind qui vous défend dans ce cadre-là, mais dans la réalité, on fait tout le travail de fond avec lui. Donc, on nourrit en permanence son argumentation pour qu'on puisse finalement unir nos forces et que ce dossier soit géré de la meilleure manière qui soit. Alors, la cassation, effectivement, ne peut connaître que de moyens de légalité de procédure. Si même elle venait à trouver qu'en l'occurrence il y a un problème dans l'arrêt de la Cour d'appel de Liège, on replaidera le dossier devant une autre Cour d'appel. Donc il n'y a rien de définitif en cas de cassation. Toujours est-il qu'à ce stade, on peut déjà vous dire que par rapport aux argumentations qui sont défendues par la COAP, on est extrêmement confiant par rapport à l'évolution de la procédure de cassation. Nous avons beaucoup d'argumentations pour défendre cet arrêt de la Cour d'appel qui vous a donné gain de cause concernant les tarifs d'utilisation du réseau. Alors, l'autre grande procédure en cours, c'est ce qui a aussi monopolisé énormément de temps de travail pour 2015. On a eu beaucoup de boulot dans ce dossier et avec énormément de plaisir. Ce sont les procédures au Conseil d'État. Donc vous le savez, on les attendait et on en a parlé lors des 2 précédentes assemblées générales, les fameux arrêtés du gouvernement wallon puis du ministre qui ont consacré cette fameuse suppression de 50 certificats verts, la fameuse rétroactivité dont on a énormément parlé. Les 2 procédures sont en cours. On a déposé des recours, on a déposé des mémoires, c'est-à-dire qu'au niveau de notre argumentation écrite, l'essentiel est fait pour le moment. Et là, on est en phase d'attente, parce que je sais que c'est une question que vous vous posez tous. Quand aurons-nous des réponses? Quand est-ce que ces procès vont aboutir? Eh bien là, on est dans une phase d'attente. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le rapport d'un auditeur au Conseil d'État. C'est un juriste qui va prendre le dossier en main et qui va rendre un simple avis. Ce ne sera pas déterminant. On pourra y répondre et puis on va plaider. Alors, les délais ne sont pas fixés au Conseil d'État pour ça, donc on ne sait pas vous dire précisément quand on obtiendra l'arrêt du Conseil d'État. Toujours est-il qu'a priori, par rapport aux délais qu'on rencontre classiquement, on peut espérer avoir des plaidoiries devant le Conseil d'État en fin de cette année ou début de l'année 2017. A priori, on est dans ce timing-là. Sachez qu'on prend des informations régulièrement auprès du Conseil d'État pour savoir où en est le dossier. Pour le moment, c'est un petit peu tôt, mais dès la rentrée judiciaire, c'est-à-dire dès septembre 2016, on va commencer à se tenir très informé de l'évolution du dossier pour pouvoir essayer de communiquer vers vous par rapport à l'évolution de cette procédure-là. Alors, ça pourrait en inquiéter certains, le fait qu'il n'y ait pas de délai justement au Conseil d'État. Et que fait-on si le Conseil d'État n'a pas rendu d'arrêt à un moment donné où les premiers propriétaires de panneaux, ceux qui ont installé en 2007 déjà pour certains et 2008, sont touchés par la rétroactivité? Les tout premiers seront touchés une fois que leur installation aura atteint l'âge de 10 ans. Eh bien, vous devez savoir qu'à ce moment-là, on aura encore une arme. Il existe le moyen de saisir le Conseil d'État en extrême urgence. On ne l'a pas fait maintenant parce qu'il n'y a pas d'extrême urgence aujourd'hui. Mais sachez que si à un moment donné, certains d'entre vous sont directement touchés par la rétroactivité, on ne va pas attendre que le Conseil d'État traite le dossier. On le saisira le cas échéant en extrême urgence pour accélérer la procédure et essayer que vous ayez un résultat le plus rapidement possible et que vous ne soyez pas touché par la mesure de rétroactivité. Alors, dans le cadre de tous ces dossiers-là, effectivement, on pousse énormément pour que le dossier monte à l'Union européenne, parce que pour nous, il y a des enjeux fondamentaux en termes européens, mais évidemment, les magistrats belges, que ce soit au Conseil d'État ou à la Cour d'appel, quand ils peuvent trancher le dossier sur base du droit belge, ils le font. Ils simplifient les choses, entre guillemets, on ne va pas à l'Europe. Mais on continue à pousser, parce qu'on pense que c'est là qu'on peut obtenir des clés essentielles pour amener des solutions peut-être plus globales à la problématique que vous connaissez. Et alors enfin, ça c'est un défi pour 2016, indépendamment du fait qu'on continue à travailler sur les procédures qui sont en cours. Il y a une réflexion qui est menée au sein du cabinet, à la demande de la SBL évidemment, sur de possibles procédures civiles. Des procédures civiles, pourquoi?
pour le cas échéant obtenir des dommages et intérêts. Et donc là, c'est une réflexion sur toute la gestion du dossier panneau photovoltaïque. Et on est en train de se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu des fautes commises, par la région wallonne notamment, dans la gestion du dossier. Et on réfléchit là-dessus, non pas sur un angle particulier, les tarifs d'utilisation du réseau, la rétroactivité, de manière globale, dans toute la gestion du dossier par la région wallonne, y a-t-il oui ou non des fautes, et oui ou non avez-vous été préjudicié par ces fautes-là? Et on est en train de réfléchir à des procédures civiles à mener. C'est une réflexion qui est longue, qui est complexe d'un point de vue stratégique, mais en tout cas, on y est attentif, et c'est un des défis de 2016 pour pouvoir vous servir au mieux, en tout cas, de vos intérêts. Voilà où nous en sommes. Merci pour votre attention et bonne suite d'AG. Un grand merci. Donc voilà les procédures globales et générales menées par l'ASBL et par le cabinet Misson. Mais il faut savoir aussi que nous avons contacté d'autres avocats, même si Maître Kettels est active aussi dans ce domaine-là. Mais Maître Étienne a pris à bas-le-corps les dossiers des 100 panneaux ou des possesseurs de panneaux photovoltaïques, mais ayant des installateurs déficients, pour ne pas dire parfois légèrement ou très malhonnêtes. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour. Alors, vous connaissez bien évidemment Maître Misson, notre tribun, notre général, on va l'appeler comme ça. Eh bien, moi, je connais la plupart d'entre vous. Vous savez que je m'occupe des actions individuelles. Aujourd'hui, c'est 243 procès qui ont été initiés au nom des propriétaires de panneaux photovoltaïques, 112 jugements et 131 affaires qui sont actuellement délibérées. Alors, aujourd'hui, je suis porteur d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que nous avons gagné les 112 procès pour lesquels il y a déjà des jugements aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que vraisemblablement, si les recours contre l'arrêté qui réduit de 15 à 10 ans n'intervient pas avant l'échéance des 10 ans, eh bien, il est vraisemblable que vous devrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, passer par la case justice. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi, bien évidemment, mais sachez-le déjà. Alors, bien évidemment, ce n'est pas à l'occasion de cette Assemblée générale que je vais vous retracer les 112 jugements, vous expliquer la situation particulière de chacun, mais je voudrais m'appesantir sur les dernières décisions, la décision qui a été rendue le 7 mars 2016 par différents propriétaires de panneaux photovoltaïques contre la société MC Solar. Et je pense que ça va vous interpeller parce que la situation est la suivante. Monsieur Francotte, je ne vais pas le citer, il m'excusera s'il est dans la salle. Monsieur Francotte achète des panneaux photovoltaïques, 25 000 € pour 25 panneaux. Tout se passe bien, il les achète, je crois, en 2011. Et le 27 mars 2015, il reçoit un courrier de la société MC Solar qui lui dit « Monsieur Francotte, vous avez acquis des panneaux photovoltaïques, mais vous nous avez également cédé vos certificats verts pour une période de 15 ans. Nous sommes dans le système win-win où MC Solar verse les mensualités relatives au prêt et en échange, M. Francotte cède ses certificats verts. Et vous nous les avez cédés pour 15 ans. Or, l'arrêté qui vient d'être prononcé fait en sorte que vous ne saurez nous les céder que pendant 10 ans, donc vous nous devez 50 certificats verts. Et je vous demande dès à présent de me les rembourser. Faites vite le calcul. 40 certificats par an fois 65 € fois 5 ans, eh bien on réclame à M. Francotte 13 000 € en lui disant c'est pas de notre faute, de toute façon vous vous êtes engagé à quelque chose que vous ne saurez plus respecter aujourd'hui. Or bien évidemment la situation est inique puisque lorsque M. Francotte reçoit ce courrier, eh bien MC Solar arrête de verser les mensualités. 2, MC Solar est toujours titulaire du compte producteur à la Coop, donc M. Francotte ne sait même pas percevoir ses certificats verts. Et 3, on lui réclame 13 000 €. Situation dramatique, vous vous en doutez bien. Et on assigne directement devant le tribunal de commerce de Liège.
Et grâce au recours qui a été formé par Maître Misson et Maître Kettels, grâce au fait que nous avons pu démontrer que la situation n'est pas perdue et que vraisemblablement nous allons pouvoir soit obtenir réformation de cet arrêté, soit rentrer dans les exceptions, parce que vous devez savoir que cet arrêté prévoit plusieurs exceptions, à savoir notamment si vous avez pris des engagements vis-à-vis d'autres sociétés, que vous avez vendu vos certificats verts, eh bien peut-être pourrez-vous bénéficier alors de la prorogation de 5 ans. Mais c'est important parce que je pense que la plupart d'entre vous, ou en tout cas certains d'entre vous, ont dans leur contrat de cession des certificats verts cette période de 15 ans. Et donc, à court ou moyen terme, ces sociétés vont frapper à votre porte et vont vous demander remboursement. MC Solar a également perdu parce que nous estimions, enfin le tribunal nous a suivis en estimant que c'était bien évidemment trop tôt. Nous étions sur une installation de 2011 et j'ai dit à MC Solar, revenez-moi en 2021 et on verra bien à ce moment-là quelle est la situation. Mais soyez tous attentifs à vos contrats de cession de certificats verts parce que vous risquez d'être confrontés à la même situation que M. Francotte. Deuxième point sur lequel on se bat actuellement, et on a des bonnes nouvelles, ce sont bien évidemment les 100 panneaux. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à la SBL. 100 panneaux, c'est des situations dramatiques, bien évidemment, et le canevas est quasiment le même pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a un délégué qui vient chez vous, délégué que ce soit de chez Home Vision, Solar & Co ou autre. On vous dit, ben voilà, vous avez la possibilité, achetez-nous pour 30 000 € de panneaux photovoltaïques. Et le particulier se dit, ben écoutez, je n'ai pas les moyens. J'ai un prêt hypothécaire, j'ai les études du garçon, j'ai la voiture de madame, elle me coûte cher en vêtements. Donc, objectivement, vos panneaux, j'ai pas les moyens. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, même si on enlève les vêtements de madame, on n'a toujours pas les moyens. Alors, quelle est la situation? Eh bien, le commercial dit, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout, je vais m'occuper des papiers, et ce consommateur reçoit le lendemain un courrier de la banque en disant, nous vous félicitons pour votre crédit, il est octroyé pour 30 000 €. Je n'ai pas donné un document, je n'ai pas donné une fiche de salaire. En fait, la banque a été dans la centrale des crédits, a pu vérifier les emprunts que vous aviez et vous recevez 30 000 € sur votre compte du jour au lendemain. Magnifique, que vous versez directement à l'installateur de panneaux photovoltaïques. Et dans beaucoup de cas, bien évidemment, à partir de 2013, eh bien, ces sociétés vont faire faillite. Et donc, vous avez payé 30 000 € pour rien. Que peut-on faire vis-à-vis de ces sociétés qui ont fait faillite? Rien. Elles sont insolvables. J'y viendrai tout à l'heure sur le cas particulier d'Home Vision, parce qu'il y en a certains qui sont peut-être intéressés de savoir où on en est, mais on ne sait rien faire. Il n'y a pas d'actifs suffisants que pour rembourser, bien évidemment, les 30 000 € reçus. Alors on s'est posé la question des banques. Et on s'est dit, comment est-ce qu'une banque peut prêter 30 000 € alors qu'on sait qu'aujourd'hui, pour avoir un prêt hypothécaire, il faut quasiment mettre 50% du prix en fonds propres. Comment est-ce que ces banques ont pu prêter de l'argent pour un bien de consommation qui n'a pas été livré? Et nous avons assigné les banques. Nous avons quasiment assigné toutes les banques, mais il y a une banque plus particulière, je ne la citerai pas, qui a octroyé beaucoup de crédits sur la région de Liège. Et on a demandé au tribunal d'annuler le crédit. Tout simplement parce que la banque a prêté de l'argent pour un bien de consommation qui n'a pas été livré. Et le tribunal nous a donné raison. C'est la justice de paix qui est compétente en la matière et qui a donné raison à ces 100 panneaux en leur disant « vous avez tout à fait raison. On vous a prêté de l'argent, vous n'avez pas le bien de consommation, nous annulons le crédit. » Et voilà la situation dans laquelle on est. C'est une victoire majeure, je pense, pour tous les 100 panneaux, en tout cas pour ceux qui ont fait un crédit pour acquérir ces panneaux photovoltaïques, puisque à partir de maintenant, et il y a maintenant, je dirais, 80-85 procès en cours devant les juridictions cantonales de tout le pays, eh bien nous savons que ces gens-là ont l'espoir de voir annuler leur crédit pour des panneaux qu'ils n'ont pas obtenus. Voilà la situation au niveau des 100 panneaux. Alors, de manière, je ne vais pas revenir sur toutes les sociétés photovoltaïques. Nous avons, je sais, beaucoup de membres ou de clients d'Ecosolis, puisque, bien évidemment, ces sociétés, certaines sociétés qui avaient des gérants, je dirais, un peu plus compliqués, on ne va pas donner de nom, eh bien, effectivement, la société Ecosolis, par exemple, est en liquidation aujourd'hui et n'est plus à même de pratiquer d'activité. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ecosolis, aujourd'hui, vous réclame la totalité des apports, ou en tout cas la valeur des certificats verts que vous lui aviez cédés.
C'est-à-dire que les gens reçoivent une lettre en leur demandant de payer 10 000 €. Vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous ne payez rien. Je m'occuperai de cela avec Ecosolis. La société Almatera également rencontre aujourd'hui des difficultés importantes. C'est une communication qu'on va avoir avec la SBL pour voir ce qu'il y a lieu de faire, puisque Almatera ne verse plus actuellement les mensualités telles qu'elles étaient prévues au contrat. Je termine alors par Home Vision, qui a en fait été, je crois, l'origine de la création de la SBL. C'est une grosse faillite qui a eu lieu à Liège. Aujourd'hui, 2 curateurs ont été désignés. Une instruction pénale est en cours. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance de cette instruction, mais le problème, c'est que l'instruction, vous le savez, vous le lisez peut-être dans les journaux, on ne peut pas donner d'informations sur l'instruction sous peine d'aller en prison. Allez, je prends le risque, je vais vous donner quelques informations. Quelques informations, simplement pour vous dire que, effectivement, on n'a jamais retrouvé de panneaux en Italie. On a retrouvé dans le chef et dans le patrimoine des gérants pour 6 millions d'euros, et je vous passe les Ferrari, les Maserati de madame, et qui me disait qu'une femme ne coûtait pas cher? Maserati ici. Beaucoup de détournements, et donc l'instruction, d'après le juge d'instruction, devrait être clôturée milieu de cette année-ci. À ce moment-là, toutes les personnes qui ont été lésées pourront se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, si poursuite il y a, bien évidemment. Toujours la présomption d'innocence, mais dans ce cas-ci, je crois que ce n'est vraiment qu'une présomption. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé sur la situation des 100 panneaux et les procès qui sont en cours. Je vous remercie. Je n'apparais pas, hélas, dans la comptabilité de la SBL, que les choses soient claires. Sinon, je m'achèterais une Tesla, je crois. Mais vous devez quand même savoir que la SBL, et j'ai insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations de faits. Lorsqu'une société, par exemple, tombe en faillite, eh bien, les clients, consommateurs que vous êtes, membres de la SBL souvent, se constituent en association. Et on décide, pour ne pas augmenter le coût de chaque particulier, de faire des procès de principe. C'est-à-dire que je pense à MC Solar, nous avons décidé d'initier 5 procès. Ce sont les 5 particuliers qui payent, et j'ai quand même demandé à la SBL à un certain moment de pouvoir intervenir pour ces procès de principe, sachant que ces procès bénéficient aux 80, sachant que pour Home Vision, les 60 procès que nous avons faits ont bénéficié aux 1200 clients Home Vision, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une intervention de la SBL tout à fait équitable pour tout le monde, que ce soit pour les clients Home Vision ou que ce soit pour les 100 panneaux, puisque effectivement les premières décisions au niveau des banques vont intéresser, je pense, les 400 ou les 600 membres. Voilà, c'est l'intérêt du général qui prime sur le spécier, comme dirait Maître Misson en latin. Un grand merci.